Bonjour à tous et bienvenue dans Ça discute, le rendez-vous bimensuel de l'actualité africaine. En cette date particulière du 8 mars, pour échanger avec nous sur le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de la société africaine, nous avons le plaisir d'échanger avec deux invités exceptionnels. Bonjour Ma. Bonjour Ludovic. Bonjour Oriane. Bonjour Ludovic. Et nous avons aussi présent sur le plateau deux de nos panélistes habituels. Bonjour Ange. Bonjour Ludovic. Et à distance, nous avons depuis l'Italie Alpha. Bonjour Ludovic et bonjour à nos invités. Le sujet sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, comme je l'ai précédemment souligné, est celui de l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de la société africaine, dans l'optique d'un avenir durable. On sait que la société africaine et les populations comptent autant de femmes que d'hommes. Donc, il faudra que de façon assez générale, l'Afrique puisse compter sur toutes ses forces vives pour assurer son développement. Donc, il se pose naturellement la question de la place aussi bien de l'homme que de la femme dans cet écosystème-là pour arriver à son développement. Afin de s'intéresser à ce sujet-là, il faudrait qu'on puisse l'observer au niveau de sa jeunesse, c'est-à-dire l'éducation qui est donnée aux hommes et aux femmes. Sur ce point-là, je me tourne vers toi, Ma, en te posant une première question. Est-ce que, selon toi, la différence d'éducation entre les hommes et les femmes met les deux sexes dans des prédispositions particulières? Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire de longues études sociologiques pour savoir que les femmes et les hommes ne sont pas éduqués de la même manière en Afrique. C'est inné à notre culture. On considère que la femme est vouée à être mariée et appartenir à une autre famille, alors que l'homme va être celui qui va supporter le foyer. Donc du coup, sur lui incombera tout ce qui va être stabilité financière et familiale. Donc du coup, il a intérêt à être dur, à être fort, et donc pour ça, on l'éduque pour cela. Alors que la femme, si je réduis à ce que... Et c'est vraiment réducteur exprès, ne sera bonne à tenir la maison et à porter des enfants, à les élever. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Oui, parce que je considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas faire la même chose que toi. Intellectuellement. Physiquement, on peut avoir des limites. Oui. Et même toi, il y a des hommes qui ne peuvent pas faire la même chose que toi. Et pour autant, ce ne sont pas des femmes. Ouais. Mais le fait que ne me regarder, ne voir en moi qu'une femme et de se limiter qu'à ça, pose un problème. D'accord. Ange, qu'est-ce que tu penses de cet argumentaire que propose Ma sur ce point-là? L'éducation pour toi met-elle vraiment aussi bien les hommes et les femmes dans des prédispositions particulières, et est-ce une mauvaise chose en soi? Tout d'abord, non, je ne suis pas d'accord avec ce que Ma vient de dire. Vous savez, dans la culture africaine, on va dire que le modèle africain, il est basé sur un patriarcat, c'est-à-dire que l'autorité du père sur la famille. Et donc, le père véhicule cette éducation à son fils. Mais il y a une sorte de matriarcat derrière aussi, parce que la mère, elle qui gère le foyer, véhicule cette éducation à sa fille. Mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes qui vaquent à des occupations, à des grands postes, avec l'évolution du monde, mais elles gardent toujours leur culture, elles gardent toujours ce côté matriarcal. Et donc je ne suis pas d'accord avec ce que Ma vient de dire. Pour moi, je pense qu'il y a bien une éducation fondée sur notre culture africaine et qui favorise bien l'émancipation de la femme. Qui fonctionne bien et c'est un héritage à conserver. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses, Royal? Je pense qu'aujourd'hui, l'homme, on dit que l'homme est le fruit de son milieu, l'homme avec grand H. Donc en disant que l'homme est le fruit de son milieu, il est le fruit de sa famille et donc de l'éducation qu'il reçoit de sa famille. Je trouve dommage que très petit, on apprenne à un homme à être fort et à une femme à être belle. Je pense déjà dès le départ, on inculque à la femme qu'elle n'est bonne qu'à être belle et à l'homme qu'il n'est bon justement qu'à être fort, à être un soutien. C'est dommage, pourquoi? Parce que on inculque ces bases à ces petits êtres humains qui, grands, deviennent des personnes avec un destin déjà prédéfini.
Donc, vous ne laissez pas la chance aux hommes comme aux femmes de devenir des personnes libres et des personnes qui arrivent à s'orienter en fonction de leur personnalité, en fonction de leur personne. Donc, cette éducation, on va dire, peut-être même discriminatoire très tôt, inculquée autant par nos mamans que nos papas, nous fait passer certainement à côté de beaucoup de choses. Mais quand tu dis ça, moi j'ai plutôt l'impression que ce modèle d'éducation-là, il est millénaire, il a été pratiqué de génération en génération, et je ne pense pas que pour autant la société s'en soit effondrée. Donc, est-ce que ce système-là n'est pas si mal que ça, dans ce sens où, pour moi, il a permis l'émergence de parents qui ont été en capacité d'élever des personnes comme toi et moi. Je suis d'accord avec toi du fait que c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que ça fait 1000 ans qu'existe une chose qu'elle est bonne. Donc c'est important, je pense, en tant qu'être humain qui désire évoluer, de s'arrêter un moment et de se poser la question, est-ce que ce que je fais, ce que j'ai vécu ou ce que je reçois peut m'emmener à une certaine évolution. Donc la remise en question, j'estime, est toujours à mettre sur la table. Donc certes, aujourd'hui, on ne va pas remettre en question le bon côté de l'éducation que nos parents nous ont donné ou qu'ils ont reçu, mais il faut toujours penser à amélioration et de dire où est-ce qu'ils ont failli, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour nos enfants. D'accord. Donc, Alpha, je me retourne vers toi sur la remise en question de ce modèle-là et de son bien fondé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, en ce qui concerne l'éducation entre un homme et une femme, moi, j'ai une autre approche sur ça. Je parlerai plus, parce qu'à la fin, l'homme et la femme sont voués à cohabiter ensemble. Vous voyez? Donc, personnellement, moi, je ne vois pas d'inconvénient, surtout si je veux orienter le débat vers des tâches qui sont réparties de manière automatique dans une maison. Moi, je ne vois aucun inconvénient. Voilà. Déjà que les femmes, dans notre société, elles ont une place assez spéciale. Elles ont une place culinaire, elles ont une place économique, elles ont une place instructive. Vous voyez? Donc, je pense que la femme doit demeurer comme elle est. Nous l'aimons parce qu'elle est belle. Nous l'aimons parce qu'elle produit. Elle arrange la société. Elle instruit la société. Et s'il faut aller même sur certaines choses, pour planter le décor, comme on dit, dans les Saintes Écritures, c'est écrit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Voilà. Comme le Christ est le chef de l'Église. Pour essayer de clôturer cela. Merci Alpha pour ton intervention. Je pense que Ma avait peut-être quelque chose à dire par rapport à ce que tu viens d'évoquer là. Oui, parce que j'aime bien, parce qu'à chaque fois, ce verset de la Bible revient. Il faut bien le lire, il est aussi indiqué que l'homme doit aussi être fidèle à sa femme et la respecter, etc. C'est pas que dans un seul sens. Et je vais revenir sur ce qui a été dit auparavant. Oui, effectivement, la société a changé. Je ne dis pas que l'éducation que j'ai reçue est la même que ma grand-mère a reçue ou que mes arrière-grand-mères ont reçue. Il y a eu un changement. Mais malheureusement, ce changement est minime. Et je vais prendre mon exemple. Moi, quand j'ai fait mes études et que mon père m'a envoyé faire mon école de commerce, ses amis lui ont dit « Pourquoi tu investis autant dans ta fille? Envoie-la à la fac. » Parce que sous-entendant que payer une école de commerce pour sa fille n'était pas rentable. Et c'est ça qu'il a reçu d'amis à lui, qui étaient tout aussi diplômés que lui, qui avaient des filles, mais des filles qui sont allées à la fac. Et c'est un choix que mon père a fait, mais je ne suis pas la seule, j'ai une petite sœur, de nous dire que demain, que vous soyez marié ou pas, vous allez être capable de survenir à vos besoins et que votre homme ne sera qu'un appui. Et c'est exactement la même philosophie qu'il a eu avec ma mère. Il a rencontré ma mère, elle était jeune, et il a toujours dit à ma grand-mère, je ne ferai d'enfant à votre fille que quand elle finira ses études. Parce que je veux être sûre que demain, si je ne suis pas là, elle sera à même de pouvoir maintenir le niveau de vie auquel je l'ai habituée et de pouvoir assurer à nos enfants d'aller à l'école et d'avoir le même niveau de vie. Et malheureusement, très peu d'hommes fonctionnent et très peu d'hommes réfléchissent de cette manière. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être soumis. Certaines femmes acceptent à la maison
Il y a des femmes directrices qui rentrent tous les jours et qui font à manger à leur mari parce que c'est comme ça qu'elles fonctionnent, il n'y a aucun problème. Mais la seule chose que je dis, c'est que l'éducation entre un homme et une femme, on ne doit pas avoir ce déséquilibre en se disant on investira plus dans notre garçon que dans notre fille. On doit investir autant dans nos garçons que dans nos filles parce qu'à la base, ce sont des êtres humains et que demain, une femme présidente, eh ben, elle a autant de mérite qu'un homme président. Demain, si on avait fait ça, il y a des femmes qui n'auraient pas, à la NASA, il y a des femmes américaines noires qui n'auraient jamais rien fait, jamais rien construit. Peut-être que les fusées ne seront pas allées sur Mars. Sur la Lune. Oui, je partage, mais c'est vrai que sur ce que tu dis, on pourra aussi te rétorquer que de façon assez simple, cette femme-là qui perdrait son mari, qui ne serait plus disponible, n'aura juste qu'à trouver un autre mari. Donc les mauvaises langues pourraient te proposer cet argument-là. Oui, mais pourquoi vous voulez absolument que ma vie et que je ne sois, que pour réussir et que pour être heureux, je dois être adossée à un homme? Ce n'est pas une obligation. Ouais. Ce n'est en rien une obligation. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune obligation à ce que je me marie, à ce que j'ai des enfants. Et que si, parce que je n'ai pas d'enfants et je ne suis pas mariée, on considère que j'ai raté ma vie, ben tant pis pour ceux qui le pensent. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc Ange, tu en penses quoi? Justement, quand j'entends les propos de mes consoeurs, je suis totalement choqué et je plains les parents qui nous écoutent en ce moment, parce qu'ils se sont battus durant toutes ces années à ce que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Et entendre ce genre de propos, c'est très grave. Et là, nous parlons, nos consoeurs aujourd'hui parlent d'une certaine évolution. Donc, quand j'entends leurs propos, une certaine évolution à une culture qui n'est pas la nôtre. Comment peut-on dire que ma vie n'est pas... Je ne suis pas obligé de me marier, je ne suis pas obligé d'avoir des enfants. Pendant qu'il y a des parents qui nous écoutent, qui se sont mariés, qui ont essayé de nous inculquer cette valeur-là durant toutes ces années, qui ont eu des enfants et ont essayé de nous inculquer ces valeurs-là durant toutes ces années. Et aujourd'hui, il y a des langues de vipères, que j'appellerais, qui essayent de véhiculer à nos enfants une culture qui n'est pas la nôtre. Et je suis totalement contre cela. Je vois, donc en fait, toi, tu te poses vraiment à cette nouvelle évolution du rôle de l'homme et la femme au sein de la cellule familiale. Oui, et je m'oppose totalement. Là, on parle carrément des pseudo-féministes robotisés qui essaient d'imiter ces valeurs européennes qui ne sont pas les nôtres. Et nous sommes totalement contre cela. Que réponds-tu à Ange, Oriane, par rapport à l'ensemble de ces propos? Merci pour la parole. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à mon cher frère Ange de ne pas être réactionnaire, mais plutôt d'essayer de penser avec toute la bonne logique. Simplement pour la raison que je dis, quand on parle d'évolution de notre éducation ou de notre culture, ce n'est pas forcément changer de culture. Et faire évoluer quelque chose, c'est l'améliorer, c'est de se demander qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut l'améliorer. Mais ça ne veut pas dire calquer une autre culture à la nôtre. Donc, déjà, il y a une nuance, simplement. Et pour poursuivre, je suis triste de t'entendre dire que tu as mal pour nos parents qui nous écoutent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, mes parents, en m'écoutant parler de l'autonomisation de la femme, seraient fiers de moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme et je suis autonome. Alors, en parlant de la place de la femme et de la place de l'homme, pourquoi, comme disait Ma tout à l'heure, pourquoi automatiquement l'épanouissement, la réussite de la femme serait associée à un mariage ou à des enfants? Je pense que quelque part nous avons une vision assez limitée de se dire qu'on met tout le monde dans le même panier et que tout le monde a des mêmes aspirations. Tout le monde n'est pas appelé à se marier, tout le monde n'est pas appelé à avoir des enfants, et ça on doit apprendre à respecter ce choix et se dire qu'on n'est pas plus heureux ou moins heureux qu'une femme mariée ou qu'une femme non mariée. Combien il y a de foyers malheureux et combien il y a de femmes célibataires heureuses? Et surtout, combien de foyers sont malheureux à cause des femmes qui ont voulu une certaine évolution. Ça aussi, c'est un point. Vous pouvez me donner des exemples? Mais comment ça? En Europe, par exemple, nous savons que le taux de divorce est très élevé parce que, pas seulement, bien sûr, il y a la fidélité, il y a beaucoup de paramètres, mais il y a aussi un certain côté où la femme veut prendre la place de l'homme. Et on a deux hommes dans le foyer et forcément, caractère contre caractère, ça ne peut pas passer. Oui, Et je suis pas d'accord avec toi. Une chose qui explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de divorces au Congo, c'est parce que beaucoup de femmes sont dépendantes financièrement de leur mari. Et qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas se permettre de partir et de quitter ce foyer-là parce qu'elles perdraient en termes de rythme de vie, et on le sait. Vous avez des preuves? Mais la plupart de nos mamans, et aujourd'hui, quand on a l'âge d'écouter et de parler avec nos parents, on sait, quand on écoute leurs histoires,
Qu'est-ce qui vous dit qu'elles ne sont pas heureuses? Beaucoup de nos mamans disent, et je parle de manière un peu globale pour avoir beaucoup de mamans autour de moi qui me racontent quand j'écoute ce qu'elles se disent lors de réunions d'association, beaucoup de ces femmes ne sont pas heureuses. Alors que dirais-je de ma maman qui est aujourd'hui très heureuse de son foyer qui essaie de me véhiculer cette joie chaque jour. Très bien pour elle. Mais on comprend là donc pour le coup qu'il y a un vrai sujet non seulement au-delà de l'éducation, du modèle de société africain. Donc moi je me retourne vers toi Alpha en ce sens où on voit que sur l'éducation on est plus ou moins on ne s'accorde pas en fait, et on comprend qu'il y en a certains qui souhaitent que ce modèle-là soit conservé. Donc on remarquera que ce sont principalement des hommes, et il y en a qui souhaitent s'en émanciper. Est-ce que, à ton sens, selon toi, actuellement, le modèle de société africain favoriserait-il en fait cet épanouissement en fait de la femme, pour ne pas dire en fait cette émancipation qu'elle a pour en partie déjà acquise, et qu'elle elle semble devoir pour le coup devoir se battre encore pour y accéder? Il y a une chose toute simple. Pour revenir un peu sur certaines choses, j'ai dit la femme avait une place spéciale, économique, culinaire, instructive. Donc ça veut dire que la femme, elle englobe beaucoup de choses. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous débattons pour le 8 mars. Les femmes s'élèvent aujourd'hui pour le 8 mars. Le 8 mars n'est pas quelque chose personnellement africain. Ce sont c'est une journée aujourd'hui à l'image des personnes européennes qui se sont battues pour leurs droits. Voilà. Moi, je dirais juste une petite phrase. L'amateurisme est l'ennemi de la discrétion. La bonne question: à quel moment la femme pense-t-elle qu'elle est épanouie dans cette société? Nous n'avons pas attendu des Européens ou, je ne sais pas, des Américains pour que la reine Galifuru puisse adouber les rois au niveau du royaume Téké. Voilà. Quand j'en parle, je fais un clin d'œil à Yet. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des pays comme le Sénégal où ils ont adopté des lois en 2010 pour l'égalité au niveau du Parlement, qui aujourd'hui ils occupent la 3e place au niveau de l'Afrique, pour ne citer que les 2 premiers, l'Afrique du Sud et le Rwanda. Donc aujourd'hui, le modèle de société actuel favorise l'épanouissement si les femmes veulent s'épanouir. Et à quel moment elles pensent que nous sommes dans l'épanouissement? Voilà pourquoi je le dis. Donc, Alpha, merci pour ton intervention, mais j'avais vraiment besoin et les auditeurs aussi, que tu nous éclaires un peu sur ce modèle africain, au sens, est-ce qu'il favorise l'épanouissement dans son état actuel, et si il ne favorise pas cet épanouissement-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer au sein de la société de la société africaine pour favoriser l'épanouissement de la femme. Mais je reviendrai vers toi tout à l'heure, et je vais me tourner vers Ange pour avoir quelques éléments de réponse. Vous savez, aujourd'hui, la femme a accès à l'instruction, qui est pareille que celle des hommes. Elle a accès à l'école, elle a accès à l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, les paramètres sont totalement, je dirais, positifs pour permettre à la femme de s'émanciper. Mais la femme est un être très particulier. Et pour moi, l'émancipation de la femme ne trouvera, je veux dire, son pourcentage total que lorsqu'elle pourra associer cela avec son émancipation dans le foyer. Ces 2 paramètres-là, une fois associés, l'émancipation sera totale. Mais aujourd'hui, on nous dit quand même que l'égalité n'est pas respectée. Des pseudo-langues de vie de père nous disent que l'émancipation de la femme n'est toujours pas à 100% en Afrique, alors que c'est totalement faux. Il y a des femmes indépendantes, il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui ont accès à l'entrepreneuriat, il y a des forums, il y a des formations pour la femme pour leur permettre d'être indépendante. Donc tous les paramètres sont aujourd'hui ouverts à ce que la femme soit émancipée. Et malgré cela, c'est toujours pas le cas. Alors, je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que le problème, ce n'est pas la femme en elle-même? Je t'en prie, Marc, est-ce que tu as envie de t'exprimer sur ce point en particulier? En fait, ce débat me rappelle un peu le débat d'émancipation des peuples des Noirs, en fait, et leur volonté de sortir d'un certain carcan. On a dû quand même avoir une date, le 8 mars, pour qu'on oblige les hommes à repenser le fait que la société dans laquelle nous vivons n'est pas égalitaire. Et le problème, c'est que ce n'est pas qu'en Afrique.
En France, je pense qu'il y a à peine un quart des sociétés fondées par des femmes qui sont financées, qui reçoivent des investissements de fonds d'investissement. Ça veut dire que le point n'est même pas que africain. Le point est même mondial en fait. Peu importe la couleur de peau, être une femme aujourd'hui, naître femme aujourd'hui, c'est naître déjà avec un handicap dans la vie. C'est naître avec un boulet. Il ne faut pas se mentir. Oui. Parce qu'on aura toujours plus de discrimination au boulot. On aura toujours plus de... Aujourd'hui, une femme de 30 ans qui postule dans une entreprise, il peut arriver qu'on lui demande si elle a déjà des enfants. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise se dit, ah ben celle-là, dans 2-3 ans, elle va m'en faire 1, elle va m'en faire 2, elle va m'en faire 3. Donc ce n'est pas qu'une question de femmes africaines, c'est une question de société aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, vous voulez élever des enfants, vous qui allez avoir des filles, qui avez déjà des filles, vous voulez élever vos filles en leur disant, demain, ta vocation première, c'est d'être une femme au foyer, de gérer ton foyer et de ne faire que ça. Ton épanouissement ne passera que par là. Je ne pense pas. Oriane? Alors, pour les rares fois peut-être sur ce plateau, je vais rejoindre partiellement l'avis de Ange pour dire que l'épanouissement qui disait d'ailleurs que l'épanouissement de la femme ne serait complète qu'une fois qu'elle trouvera l'équilibre entre le côté professionnel et le côté donc la vie privée et familiale dans son foyer. Je suis totalement d'accord. Mais cet équilibre passe par justement une certaine égalité. Égalité dans l'accès à l'emploi, égalité par rapport aux opportunités, mais aussi égalité de charge au niveau du foyer. Quand je parle de charge, que ce soit au niveau des tâches domestiques, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau émotionnel. Donc toi, c'est vraiment, tu vises plutôt l'égalité en fait au sein de la répartition de toutes les responsabilités dans le foyer? Exactement. Oh, d'accord. Et je voudrais juste rebondir sur le patriarcat que je disais au début de l'émission. Notre société est très hiérarchisée et à prédominante masculine. Elle est comme ça, on va pas le nier, hein, je ne vais pas faire la langue de bois, c'est totalement vrai. À prédominance masculine en Afrique. Et donc, au fil des années, on essaie de faire des améliorations. Aujourd'hui, dans les gouvernements, il y a maintenant des femmes, on essaie d'équilibrer cela. Bien que l'Afrique a des problèmes de pauvreté, des problèmes de religion, des guerres de religion, donc on a des problèmes qui sont peut-être pas les mêmes qu'en Europe. Et ce sont ces problèmes-là qui font que nous n'avançons pas à la même vitesse. Mais il y a des efforts qui sont faits, qui permettent aujourd'hui à la femme d'être émancipée professionnellement parlant. Et donc j'insiste toujours, l'équilibre avec le côté familial favorisera une émancipation totale. Je voulais juste ajouter ce petit détail. Tu voulais compléter, Aurélien? Oui, par rapport aux propos de Ange, en disant qu'éventuellement l'Afrique aurait des problèmes de pauvreté ou des problèmes entre griffes plus importants, je pense qu'aucun peuple ne peut se développer en discriminant la moitié de ses enfants. Donc si, comme l'a bien introduit Ludovic au début de cette table ronde, on a autant de femmes que d'hommes en Afrique. Alors comment voulez-vous que l'Afrique combatte la pauvreté si elle ne prend pas en compte le problème de la parité et le problème de l'égalité des genres? Donc pour toi, l'épanouissement de la femme passe par le sentiment d'être traité à égal en fait avec l'homme. Je parle du principe où que l'homme et la femme ont la même valeur et donc doivent avoir accès aux mêmes droits et aux mêmes opportunités. Je me tourne vers toi, Alpha, sur ce dernier propos d'Oriane, notamment à l'aune de cette question en fait qu'on se pose sur le modèle africain. Favorise-t-il réellement l'épanouissement? Je t'en prie, Alpha. Voilà, j'ai pris l'exemple par exemple du Sénégal qui en 2010 a adopté une loi sur l'égalité au niveau de comment on appelle pour pouvoir se présenter à la députation, vous devrez être un homme et une femme. Voilà. Aujourd'hui, nous avons certains organismes, par exemple, comme l'IEGE, qui est l'indicateur d'enseignement pour les genres et l'éducation. Et c'est ça qui permet de pouvoir savoir s'il y a des enfants de sexe féminin, à quel niveau ils sont arrivés au niveau de l'école, à quel niveau, au niveau du lycée, combien est le pourcentage, au niveau de l'université, ainsi de suite.
Donc pour ne pas trop m'étaler, pour essayer de dire comme les choses elles sont, les femmes doivent se lever pour leur propre épanouissement, comme les hommes les ont fait. Voilà. Donc, selon toi, de toute façon, la femme est maîtresse de son propre destin. Donc là, en fait, là, on voit et on peut comprendre que les femmes souhaitent être traitées et disposer des mêmes chances que les hommes au sein de la société. Mais si on regarde dans le fond, est-ce que la femme recherche vraiment l'égalité? Est-ce qu'elle est prête à sacrifier ses privilèges, entre guillemets, qu'on pourrait entendre, par exemple, la primauté sur la garde des enfants, la pratique de la dot, par exemple. Est-ce que, si je pose la question, là je me tourne vers Ma et Oriane, est-ce que vous êtes prête à sacrifier ce qu'on peut considérer comme privilège-là et dans le but d'être considéré et traité d'égal à égal avec les hommes? En fait, je vois pas en quoi ce sont des privilèges ou un sacrifice, en fait. Aujourd'hui, après, je me remets dans la société africaine. En général, oui, les femmes ont la garde des enfants, mais c'est souvent parce que les papas ne se battent pas très souvent pour les garder. Et surtout quand les enfants sont en bas âge. C'est plus simple pour eux en termes de praticité et de vie sociale que les enfants soient chez leur maman. Très peu d'hommes acceptent de garder les enfants, surtout quand ce sont des enfants en bas âge. Donc déjà, un point. Deuxième point sur la dot. C'est peut-être le point sur lequel je pense que je vais peut-être rejoindre beaucoup des hommes qui sont sur le plateau. Je considère que la dot, et par la symbolique que ça représente dans nos sociétés, j'ai changé d'avis ces dernières années. Je ne suis pas choquée que l'homme considère que c'est à lui de payer la dot à 100%. Il y a quelques années, on m'aurait posé la question, j'aurais dit je ne vois pas d'inconvénient à partager. Mais c'est un peu antinomique. Je sais, et c'est pour ça que je dis que je vais peut-être rejoindre ce que certains diront ici. On m'a fait comprendre que par la symbolique du mariage et ce que ça représentait, une femme ne pouvait pas donner de l'argent à son mari pour venir l'épouser. Et donc j'entends cela. Et donc du coup, après, je ne suis pas butée. Donc je peux entendre cela et je peux entendre la symbolique que cela représente derrière. Il y a quelques années, on m'aurait posé la question, ça ne m'aurait pas choqué en soi. Par contre, c'est peut-être la seule forme de mariage sur lequel j'accepterais cela. Pour un mariage civil ou religieux, vu les coûts que cela implique, je considérerais ça compliqué de laisser cette charge à mon mari, surtout qu'après, qu'on ne se monte pas. On va vivre dans la même maison et que les charges seront payées à deux. Donc pourquoi ne pas anticiper cela et pourquoi laisser l'homme payer tout le mariage religieux et civil? Mais la dot, c'est peut-être le seul, par sa portée symbolique, sur lequel je peux entendre qu'un homme, d'un point de vue spirituel même, on peut le dire, demande à payer tout seul la dot. Mais de toute manière, même s'il dit qu'il va le payer avec sa femme dans sa famille, il aura de tels tollés qu'il n'aura pas le choix. Il va être obligé de le faire tout seul. Et donc du coup, je peux entendre qu'une dot puisse prendre du temps. D'accord. Oriane, prête à sacrifier tous les différents privilèges qu'on peut considérer qu'une femme a au sein de la société pour bénéficier de cette égalité-là? Je pense qu'en tant que femme, s'il fallait faire un bilan, on a plus de contraintes que de privilèges. Donc clairement, s'il faut sacrifier 2 privilèges contre le nombre de contraintes qu'on a, je serais partante. Et en partant des exemples de privilèges que vous avez donnés, donc notamment sur la garde des enfants, ça peut être assez controversé. Pourquoi? Parce que la garde des enfants aujourd'hui a prouvé que en cas de séparation ou de divorce, la personne qui garde les enfants aura certainement plus de mal à se remarier, parce que bien entendu elle a la charge des enfants, mais aussi au niveau de la vie sociale, ce ne sera pas pareil. Au final, on se demande qui est gagnant, dans celui qui garde ou celui qui ne garde pas les enfants. Deuxième point sur la dot, on l'a très souvent rappelé sur cette table, qu'aujourd'hui en Afrique, on est dans une société majoritairement patriarcale. Qui décide de la dot? À qui profite la dot? Est-ce réellement un privilège pour la femme? Aujourd'hui, dans nos familles, j'estime que c'est le père qui décide du montant de la dot et c'est lui, au final, qui, on va dire, jouit de cette dot-là. Pour être passé par là, au-delà du côté honorifique, symbolique, spirituel que représente la dot pour la femme, quel est ce privilège au niveau de la dot que l'homme n'a pas? Si on parle en termes de dépenses,
Aujourd'hui, l'homme se place facilement en victime parce que c'est lui qui paye la dot, mais demain, pourtant, c'est lui le bourreau parce qu'il fait payer la dot à son prochain gendre, en tant que père, demain. Donc, en soi, ce privilège, j'ai envie de dire que c'est un problème d'homme parce que c'est vous qui décidez de la dot et c'est vous qui la payez. Oui, oui. Et puis j'ai envie de dire aussi une chose, c'est que la dot dans la constitution congolaise ne coûte que 50 000 francs CFA. Donc a priori, en soi, ça veut dire moins de 100 euros. Donc parler de privilège quand on vient t'épouser pour moins de 100 euros, je considère que c'est un peu fort de café. Ouais, Ange. Je ne sais pas de quelle dot ma consoeur ici présente parle, mais à ma connaissance, aujourd'hui, la dot est devenue un véritable fonds de commerce pour certaines familles. Et donc, voyez-vous les propos que nous venons d'entendre? D'un côté, elles disent que ça constitue un privilège. Et d'un autre côté, cette dot n'est plus un privilège parce qu'elle ne bénéficie que aux parents. Mais moi, homme, lorsque je vais épouser ma femme, je ne me pose pas la question à qui va bénéficier cet argent. Mais je donne l'argent tout simplement. Je dépense de l'argent, quel que soit, et souvent même des millions. Nos parents, avec leur esprit patriarcal, étaient même prêts à aller épouser des femmes qui ne travaillaient pas. Ils ne se posaient pas la question si elles étaient dans quelle situation financière. Ils étaient prêts à aller épouser leur femme, à donner de l'argent, tout ce qu'il fallait, à prendre cette femme et à s'occuper de la famille. Ce côté patriarcal-là, les femmes n'ont jamais remis cela en question. Elles étaient bien là, en train d'assister leurs hommes. Nos mamans étaient là, en train de jouer le rôle qui leur revenait dans la maison, en attendant de trouver une situation professionnelle adéquate. Elles ne se sont pas plaintes de cela. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération remet tout en question. Donc cette émancipation, pour moi, elle est totalement biaisée. Je ne sais pas de quoi elle parle, je ne sais pas ce qu'elles veulent. On ne sait pas ce que la femme veut réellement. Mais bon, nous serons toujours là pour satisfaire leurs besoins. Ouais, Encore une fois, je le redis, si le montant des dots vous insupporte et vous considérez que c'est trop, il faut peut-être s'insurger contre ça. Et peut-être faire en sorte que cette dérive à laquelle on assiste au niveau des sociétés s'arrête. Je suis totalement d'accord. Mais encore une fois, en tant que Congolaise, la dot ne coûte que 50 000 francs CFA, moins de 100 euros. Donc aujourd'hui, dire que vous dépensez des millions pour aller épouser une femme congolaise, il faudrait peut-être remettre en question ce système de dot dans notre pays. Cela prouve tout simplement que nous sommes prêts à tout pour la personne que nous aimons et qui Nous est la aussi. femme. C'est tout à votre honneur. Mais je me retourne vers toi Alpha. Donc, sur le fait que la question qu'on se pose, est-ce que la femme est prête selon toi, à sacrifier ses privilèges? Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, le fait d'être appelé pour le service militaire. La plupart du temps, on appelle principalement on s'attend à ce que les hommes soient appelés plus que les femmes. Si un couple marche dans la rue et qu'ils se font agresser, je pense que la femme attendra de l'homme en fait qu'il la protège, ou même lorsqu'il y a un cambriolage et qu'ils sont en train de dormir. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que il existe des privilèges? Oui. Est-ce que la femme, selon toi, est prête à renier ces privilèges-là? Bon, en ce qui concerne les privilèges, la femme sait pertinemment choisir ce qui est bien pour elle et ce qui n'est pas bien pour elle. Lorsqu'il y a des conflits armés, c'est à ce moment-là que la femme reconnaît le plaisir d'être dans une cuisine au lieu d'être dans les champs de bataille. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les hommes récupèrent et bombent le torse et sont là pour protéger. Parce que, comme vous allez remarquer dans beaucoup de conflits, qu'est-ce qu'on dit? On dit les femmes et les enfants d'abord. Les hommes, vous restez pour pouvoir combattre. Donc, je pense que les femmes choisissent leurs privilèges et elles ne sont pas prêtes. Elles veulent la parité. Mais sauf que la parité n'est pas synonyme de privilège. Voilà. Et les femmes doivent comprendre une chose, que l'avenir ne se bâtit pas seul. Pour revenir un peu sur le sujet que vous avez évoqué au niveau de la dot, la femme qui dit qu'aujourd'hui la dot ne coûte que 50 000 francs au niveau de la Constitution, mais je mets quiconque à défi qui a demandé 50 000 francs à sa fille en dehors du président de la République. Voilà. Il y a d'autres familles, elles pensent que la dot c'est synonyme d'ouvrir une société agro-pastorale parce qu'ils vont demander des choses de manière kilométrique. Donc voilà. Donc certaines femmes ne sont pas prêtes à renier leurs privilèges.
Le seul privilège qu'elle peut accepter de refuser, c'est lorsqu'elle met au monde, parce que c'est un moment de joie, un moment de bonheur. Voilà. Donc, on comprend donc, Alpha, d'après ce que tu dis, que les femmes utilisent ce privilège-là pour développer un fonds de commerce avec la famille, c'est ça? Ou c'est assez clair? Je vais laisser Ange embrayer sur des propos que tu as avancés. Et justement, je voulais juste rebondir sur tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Nos consoeurs prônent l'émancipation, mais ce qu'elles oublient, c'est qu'il y a certaines femmes qui trouvent leur émancipation, par exemple, en restant dans le foyer. Il y a certaines femmes qui trouvent leur émancipation aujourd'hui en ayant, par exemple, été dotées avec une somme extravagante. Il y a certaines femmes qui trouvent leur émancipation avec le patriarcat dont nous parlons tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien dire à nos pseudo-féministes ici présentes, il serait nécessaire de laisser nos valeurs, de laisser nos cultures. Nous y sommes habitués, nous y sommes accoutumés et nous ne lâcherons pas. Oriane, je pense qu'Oriane a quelque chose à dire par rapport à ça. Alors, déjà pour répondre d'abord à Alpha, Alpha, j'en reviens à la question, quand on parle de somme faramineuse de la dot, qui décide de la somme de la dot? Au final, dans cette société patriarcale, ce sont nos pères. Donc vous, ces hommes, qui décidez de ce montant de la dot. À qui voulez-vous que ça profite? Pourquoi vous vous insurgez en tant que privilège de la femme sur ce qui profite notamment d'abord à des hommes? Donc, j'aimerais déjà éclaircir ce point. Deuxièmement, par rapport à Ange qui dit que oui, il y a des femmes qui sont épanouies dans cette société patriarcale, qui sont épanouies en étant femmes au foyer, je suis d'accord. Justement, aujourd'hui, le combat, c'est de se dire que chacune doit être libre. Libre d'être femme de foyer, libre d'être femme carriériste. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que vous avez une certaine mauvaise influence envers les futures générations qui vous écoutent aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, lorsque une femme est capable de dire que moi, je ne pense pas que l'émancipation, c'est forcément de se marier ou forcément avoir des enfants, cela peut influencer les futures générations à se dire que effectivement, je peux être émancipé sans vouloir avoir des enfants ou me marier de moi. C'est très important. Moi, j'ai été très choqué par ces propos. Dans ce cas, je serais fière, en tout cas, d'influencer une femme et de lui dire que tu as le choix. Tu as le choix d'être une femme de foyer, tu as le choix d'être une femme carriériste. Et surtout lui dire aussi que la culture, elle se respecte. La culture peut se respecter tant qu'elle nous fait évoluer. Effectivement, l'évolution, c'est ce que nous voulons tous. Mais moi, je ne dirais pas évolution, je dirais plutôt un ajustement. J'ai envie de rebondir sur ce que Alpha a dit, en disant il cherchait quel était l'homme qui allait demander 50 000 francs pour la dot de sa femme, de sa fille. Alpha, avec plaisir pour te présenter mon père, parce que c'est la doctrine familiale de ne demander que 50 000 francs pour les dots des filles dans la famille. Donc oui, il existe des familles dans lesquelles il n'y a que 50 000 francs qui sont demandés. Et deuxième point, aujourd'hui, c'est pas parce qu'une femme ou des parents peuvent avoir des enfants qu'ils font de bons parents. Et donc du coup, imposer le fait de me dire que je ne serai pas heureuse parce que je n'ai pas d'enfant, je considère que c'est biaisé. On ne dirait jamais la même chose à un homme. On ne lui dirait pas, parce que tu n'as pas eu d'enfant, tu seras malheureux. Par contre, on lui dira que si tu n'as pas réussi dans ta vie, tu seras malheureux. On ne le dira jamais à une femme. La réussite de la femme passe toujours par le foyer, par le mariage, par des enfants. Pour l'homme, c'est tu n'as pas eu de boulot, tu n'as pas une situation stable, donc du coup, tu seras malheureux toute ta vie. Parce que derrière, aucune femme ne voudra t'épouser parce que tu n'es pas riche. Il y a un biais, une réflexion comme ça qui est biaisée dès le départ et qui fait qu'on est dans un cercle un peu vicieux. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, il y a des femmes qui, en Afrique, sont très bien épanouies parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants, qui sont très heureuses de ne pas en avoir eu, pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais parce qu'elles considéraient que leur épanouissement ne passait pas forcément par la maternité. Tout à l'heure, Alpha disait que les femmes étaient toutes très heureuses d'accoucher. Il y a des femmes qui ne sont pas heureuses d'accoucher. C'est pas pourtant qu'elles ne sont pas contentes d'être mères, mais c'est juste qu'accoucher est une épreuve, je pense. Et donc, du coup, il faut aussi reconnaître ce fait que malheureusement, toutes les femmes n'ont pas envie de passer par là. Merci pour ton intervention. Donc, je vais me tourner vers toi, Alpha, pour ta conclusion. Que penses-tu au vu de l'ensemble des échanges qu'on a, penses-tu vraiment que l'avenir de l'Afrique passe nécessairement par une égalité des sexes? Je dirais ceci.
je veux encore redire ce que j'ai dit. Parité n'est pas synonyme de privilège. Voilà. L'Afrique doit se bâtir avec ses enfants. Donc, c'est vrai, la femme doit avoir une place, disons, il doit avoir une évolution en ce qui concerne sa place. Mais la femme ne doit pas oublier qu'elle a déjà une place spéciale. Voilà. Aujourd'hui, lorsqu'une femme est à la maison, certaines personnes remettent l'argent de la popote, c'est déjà une valeur économique. Voilà. Avant même qu'elle aille faire des études d'économie, elle sait déjà comment gérer de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, une femme ayant des enfants dans un foyer, elle est déjà instructrice. Voilà. C'est ça le problème. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, lorsque les femmes, elles aiment bien ça, lorsque elles reçoivent, par exemple, les amis du mari, et que les amis du mari sont tout joyeux en disant que « Ah, nous avons bien mangé ». Le mérite revient à la femme. Votre maison est belle. Le mérite revient à la femme. Voilà. La femme a déjà une place dans notre société. Maintenant, si la femme veut étudier de plus pour pouvoir augmenter notre indicateur IEGE, ben on ne va pas le refuser. Voilà. À eux d'étudier. Et nous fournirons, en tant qu'hommes, nous fournirons les moyens. Voilà. Les moyens qui ne bousculeront pas le budget. Merci Alpha pour ta conclusion. Je me retourne vers toi, Oriane. Que penses-tu donc de l'égalité des sexes pour permettre un avenir durable au sein de la société africaine? Alors, je vais certainement revenir sur mes propos. J'estime qu'en tant qu'homme ou femme, nous avons tous la même valeur, donc nous devons avoir accès aux mêmes opportunités et aux mêmes droits. Aujourd'hui, j'entends beaucoup d'hommes se victimiser du fait d'avoir un poids de responsabilité financière, mais je suppose que déjà pour se libérer de cette responsabilité financière, ça passe inévitablement par l'autonomisation de la femme. C'est un cercle vicieux d'avoir une femme opprimée, démunie et donc financièrement instable, qui aura toujours la main tendue vers son homme, qui au final, derrière, va se plaindre d'avoir cette charge financière. Parce que, bien entendu, au-delà de l'ego qui nous miroite l'homme qui est fier de donner, derrière, on a aussi l'homme qui se plaint de donner. Donc, comme je disais, pour développer l'Afrique, l'homme ne peut pas laisser donc en marge la femme. Je me tourne vers toi, Ama, pour ta conclusion sur ce sujet. Je pense qu'au vu des débats que l'on a eus, on en aura encore pendant des années des débats sur le rôle de la femme et la place de la femme dans la société africaine. J'espère en tout cas qu'aujourd'hui on aura ouvert les yeux et les esprits à certains, parce que pour beaucoup ce sont des hommes qui pensent que la place de la femme est dans la cuisine, pour paraphraser la célèbre phrase. On peut être féministe, prôner une certaine égalité et accepter, je vais être réductrice là, d'avoir une place de femme à la maison, de gérer le foyer, etc. Mais cela ne doit pas incomber à la femme parce que c'est une femme. La gestion de la maison, l'éducation des enfants, la gestion du foyer doit être une tâche paritaire. Chacun trouve sa parité comme il veut. Ça peut être du 80-20% parce que telle personne est meilleure dans la gestion des finances, l'homme ou la femme. Mais c'est un équilibre à trouver à deux. Et je considère qu'un homme et une femme doivent être éduquées de la même manière afin, comme elle a dit Oriane tout à l'heure, de partir dans la vie avec les mêmes bases. Et que si aujourd'hui on ne me regarde que parce que je suis une femme et on considère avec des biais que je ne suis bien qu'à faire certaines choses et pas à faire certaines autres choses, là je considère que ça pose encore un problème au XXIe siècle. Ange, pour ta conclusion. Pour ma conclusion, je dirais la femme ne peut être émancipée en restant toujours femme. Par là, je veux dire que la femme trouvera sa place dans l'entrepreneuriat, dans le social, dans la politique, dans tous les facteurs qui participent, qui contribuent à l'évolution d'une nation, mais aussi dans la cuisine. Voici ma conclusion. Oriane. Simplement pour ajouter, j'aimerais poser à ces hommes, si votre femme est dans la cuisine, elle ne peut pas être au travail et donc elle ne peut pas vous épauler. À un moment donné, il faut avoir une certaine logique dans la pensée. Je remercie tous les panélistes de leurs brillantes interventions. On comprend donc de façon générale que même si
l'éducation à la base met aussi bien les garçons que les filles dans des prédispositions particulières avec la répartition des tâches et le rôle qui devient le leur au sein de la cellule familiale. Il est important en fait il semble important que le modèle de société africaine puisse se redéfinir pour favoriser l'épanouissement de la femme, accéder et toujours tendre vers beaucoup plus d'égalité dans l'optique de favoriser le développement du continent. Je vous remercie d'avoir participé à cet épisode spécial de Ça discute. Donc, on va encore remercier une fois de plus Ma. Merci beaucoup. Et Oriane d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Et nous vous disons à une prochaine fois pour un nouvel épisode de Ça discute. Merci, au revoir.